Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique et cette analyse avec spoiler de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Si vous n'avez pas encore vu le film ou encore si vous voulez mon avis d'ensemble, je vous recommande de regarder d'abord ma vidéo sans spoiler puisque je n'aime pas forcément trop me répéter et du coup je ne reviendrai pas sur tous les éléments que j'avais abordés dans cette première vidéo. Je vous parlerai bien sûr des forces comme des faiblesses du film, quitte à me faire parfois son avocat si j'estime que c'est nécessaire, et je reviendrai sur quelques clins d'œil, mais surtout sur le lien entre ce film et l'épisode 8 et le fait que l'ascension des Skywalker ne s'est pas uniquement construit en opposition avec The Last Jedi, loin de là. Ah oui, au fait, la réponse à la question que certains vont poser en commentaire, j'en suis sûr, pourquoi t'as pas tes lunettes, c'était uniquement pour éviter le fameux reflet de ma lumière dans les verres de mes lunettes, rien de plus foufou que ça. Et puis juste un petit et rapide rappel avant d'aller plus loin, un rappel qui semble parfois étrangement nécessaire quand on commence à parler de Star Wars. Il n'y a aucune raison de devenir enragé, que ce soit en live ou en commentaire, quand on évoque un film, quel que soit l'avis qu'on peut avoir à son sujet. Il y a largement suffisamment de sujets graves dans le monde malheureusement pour qu'on évite d'entrer dans des conflits et des injures au sujet d'un film. Et pourtant, de toute évidence, ce film déchaîne encore une fois les passions, et c'était sans doute inévitable étant donné les mauvaises conditions dans lesquelles cette trilogie a été produite, avec non seulement un rythme de sortie en salle trop rapide pour des films d'une telle ampleur, mais surtout l'absence d'un travail initial d'écriture portant sur la structure de cette trilogie dans son ensemble. Il faut bien dire que l'équilibre de la force sans doute était difficile à trouver entre un premier réalisateur, J.J. Abrams, qui est complètement dans le passé, dans la nostalgie, qui nous a quasiment refait l'épisode 4 avec son épisode 7, ça a été dit et redit, et ensuite un réalisateur qui était complètement à l'opposé, Rian Johnson, qui voulait tout changer, qui voulait surprendre, quitte à détruire les bases fragiles de l'histoire posées par l'éveil de la force. Comme j'ai pu l'expliquer dans ma critique sans spoiler, de manière générale, j'ai passé un bon moment avec The Rise of Skywalker, malgré ses indéniables défauts sur lesquels je vais revenir maintenant, quitte à les remettre quand même un peu en perspective. Pour commencer, ce qui est certain, c'est que ce film est trop rapide. Alors certes, son rythme fait aussi partie de ses qualités, puisque J.J. Abrams réussit à instaurer un véritable sentiment d'urgence, mais il est certain que ce film aurait bénéficié des quelques minutes qui lui ont été retirées peu de temps avant qu'il sorte en salle. Et s'il enchaîne autant d'éléments, c'est parce qu'il était extrêmement difficile de conclure une telle saga en un seul film, alors que les maigres enjeux présentés dans l'épisode 7 avaient été détruits ou modifiés par le 8. En gros, c'est la faute des deux films précédents, et le scénario du 9 doit recréer de toutes pièces une menace qu'il va donc piocher chez Sheev Palpatine, le méchant le plus marquant de Star Wars. Bon, ok, c'est sans doute Darth Vader, ou Dark Vador si vous préférez, le méchant le plus marquant de la saga Star Wars, mais comme ce petit cheater, eh bien, il est revenu du côté lumineux à peu près 5 minutes avant de mourir, eh bien, il n'était plus disponible, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai dans la suite de cette vidéo sur les questions que pose cet épisode 9 concernant Anakin et ce qu'il reste de son héritage. Quoi qu'il en soit, l'un des problèmes du film saute aux yeux dès l'introduction avec le texte déroulant qui nous dit « Les morts parlent, the dead speak », et oui, apparemment, toute la galaxie a entendu la voix de Tonton Palpatine. Bah oui, franchement, cette révélation initiale aussi importante aurait nécessité une introduction filmée de 5 bonnes minutes, quitte à y inclure quelques éléments d'explication sur ce fameux Snoke et ce que Palpatine avait en tête en utilisant cet homme de paille tout déglingué. Alors bien évidemment, pour expliquer concrètement ce retour de Palpatine, on a en tête l'idée des clones qu'on avait déjà vu dans l'univers étendu avant qu'il se fasse balayer sous le tapis et qu'il ne soit plus canon, mais franchement, là on a la version explication express dans le film et c'est dommage. Par ailleurs, je dois avouer que je trouve très con de la part de Darth Sidious d'expliquer à toute la galaxie qu'il est de retour, alors que finalement sa super flotte de destroyers n'est toujours pas vraiment opérationnelle tant qu'elle n'a pas décollé de la terrible planète Exegol. Et puisque j'y suis sur Exegol, autant vous en dire un mot, et plutôt dans les qualités visuelles du film, je trouve que J.J. Abrams ne s'est vraiment pas foutu de notre tronche avec cette ambiance très oppressante, cet énorme gigantesque bloc de pierre massif en lévitation, ce qui
rajoute vraiment à l'ambiance oppressante, et puis tout le design, tout le visuel de Palpatine lui-même, de cette salle remplie de cultistes Sith, franchement, il y avait de quoi en avoir des frissons, et j'ai trouvé que c'était très réussi. Mais revenons maintenant sur cette flotte de destroyers, de mon point de vue, c'est sans doute l'un des plus grands n'importe quoi scénaristiques du film. Bâtir une telle flotte est impossible en autarcie, ça demande des moyens colossaux, et a priori des chantiers gigantesques, sans doute en station orbitale. Et de tels chantiers, il faut évidemment les approvisionner avec des quantités astronomiques de matières premières pour construire tous ces vaisseaux. Alors c'est bien beau d'aller se cacher dans les régions inconnues, dans ce coin paumé de la galaxie, mais on ne peut pas avoir la discrétion plus la livraison express en mode Palpatine Prime. La flotte était déjà abusée, mais il faut en plus ajouter un canon destructeur de planètes sur chacun des destroyers, tant qu'à faire, autant pousser le n'importe quoi jusqu'au bout. Mais le pire dans tout ça, c'est sans doute d'avoir construit cette immense flotte sur une planète de laquelle il est excessivement difficile de décoller. On dirait que les méchants dans Star Wars s'arrangent toujours pour avoir au cœur de leur flotte indestructible un gros point faible, c'est quand même super pratique, et d'ailleurs ça deviendra l'enjeu de la bataille. Mais justement, restons plutôt sur cette partie finale du film, avec cette bataille qui n'est donc pas spatiale, mais bien aérienne. Alors clairement, on a une très belle mise en valeur de l'immensité d'un destroyer grâce à la charge, mais en se concentrant uniquement sur les héros, on manque presque la bataille elle-même, et c'est dommage quand on nous montre justement la myriade de vaisseaux venus à la rescousse. Concernant Poe Dameron, qui dans le caractère dans cet épisode est un petit peu le Han Solo, de toute façon de la nouvelle trilogie, on ne nous le montre pas dans cette bataille comme un pilote exceptionnel, mais ce n'est pas vraiment un défaut, c'est un choix, puisqu'on nous le montre là comme un général qui se préoccupe davantage du sort des autres combattants, de l'organisation, plutôt que de ses propres prouesses personnelles. Il y a donc quand même un peu une évolution chez lui. Toujours sur cette partie finale du film, le chantage de Palpatine à Rey est assez simple finalement, il reprend quasiment exactement celui de l'épisode 6, soit la rébellion est détruite sous ses yeux ou au-dessus de ses yeux de Rey, ou alors elle accepte de tuer Palpatine pour devenir l'impératrice à sa place et évidemment basculer du côté obscur. Et pour que tout ça, pour que ce rituel Sith fonctionne, il me semble assez évident qu'il faut que ce soit un choix conscient de la part de Rey. C'est pourquoi Palpatine est aussi franc et direct avec elle, mais pour certains, ça a pu être perçu par un manque d'intelligence, par un manque de subtilité de la part de Darth Sidious, qui a pourtant aussi bien manipulé, manœuvré la République pendant des années. Attention toutefois concernant le déroulement de cette scène, et justement ce rituel, je pense que c'est assez évident, mais je préfère quand même le souligner, lorsque Rey parvient enfin à entrer en communion avec l'esprit de tous ces anciens Jedi, et qu'elle parvient à repousser les éclairs que lui balance Palpatine, sans doute grâce à une technique que doit lui souffler à l'oreille Mace Windu, eh bien elle ne le tue pas directement, elle ne fait que lui renvoyer sa propre attaque, sa propre agressivité, c'est plutôt de l'autodéfense, on est vraiment dans l'idéologie des Jedi, et donc ça ne peut pas faire fonctionner le transfert dont Palpatine parlait évidemment. J'en reviens maintenant à un autre véritable défaut du film, avec le traitement des fameux chevaliers de Ren, qui avaient été un petit peu hypés à la fin de l'épisode 7, complètement oubliés durant l'épisode 8, et là on les retrouve, mais finalement l'affrontement entre les chevaliers et Kylo Ren, ou Ben Solo à ce moment-là plutôt, n'a pas de saveur, n'a pas d'intensité, puisqu'on n'a pas su créer une relation qui aurait pu être intéressante entre Kylo Ren et ces hommes. Du coup ça devient des méchants lambda, habillés en noir, avec des armes un peu trop grosses pour eux, et qui sont apparemment incapables de viser même quand le mec se retourne. Et j'en viens maintenant à ce fameux baiser échangé entre Ben Solo et Rey. Je trouve qu'il était inutile ce baiser, il y avait suffisamment de tension, de partage, de reconnaissance mutuelle qui passait dans le jeu de regard des acteurs, qui était assez juste à ce moment-là, et du coup le baiser était franchement inutile. Alors effectivement une sorte de baiser d'adieu, mais c'était un peu bizarre. Alors évidemment, on peut imaginer que ce baiser est venu sous l'impulsion de leur lien si particulier, cette dyade de la force que formaient Ben Solo et Rey, mais il avait encore tellement de sang sur les mains, malgré sa rédemption, Ben Solo, que franchement, c'était bizarre, tout simplement. Parmi d'autres réserves mineures qui me viennent concernant le film, il y a d'abord Kylo Ren qui était toujours là au bon moment, qui surgissait de nulle part, c'était un peu de la facilité scénaristique, et puis par ailleurs des personnages secondaires qui ont été gommés, effacés, ou qui n'avaient vraiment aucun intérêt. Je pense notamment à Rose, qui avait quelques scènes, mais ça en devenait presque ridicule. Et ça c'est mon chat, désolé pour le petit bruit. En étant parfaitement honnête concernant Rose, il s'agit plus d'une constatation que d'un reproche, puisque le personnage me semblait de toute façon assez inintéressant dans l'épisode 8, du coup là, ces quelques apparitions sont presque tristes. Et il faut bien dire que de nombreux personnages sont là juste pour la décoration, je pense notamment à Maz Kanata, qui aurait pu avoir quand même un certain potentiel quand on l'a introduite dans l'épisode 7, mais elle n'est vraiment qu'anecdotique dans toute cette trilogie.
Concernant les combats au sabre laser, je suis un peu partagé. D'un côté, on a un usage de la force intéressant en retenant les lames, de belles cabrioles et un environnement magnifique. Je pense évidemment à ce morceau d'étoile de la mort battu par les vagues et par le vent. Mais d'un autre côté, on reste sur des échanges de coups trop propres, trop chorégraphiés, assez loin de la dynamique que pourraient donner de véritables cascadeurs spécialisés en combat à l'arme blanche. On peut trouver des superbes vidéos sur YouTube, si vous voulez je mettrai des liens en description. Et on est aussi loin de ce que donnait par exemple la maîtrise incroyable de Darth Maul dans l'épisode 1. Mais je suppose qu'il y a des limites au temps que peuvent accorder deux acteurs de telles scènes. J'en viens maintenant aux usages de la force dans cet épisode 9, à la mythologie de la force, et pour moi là on quitte les défauts du film pour entrer dans de véritables choix. Et je vais commencer bien sûr à la capacité de soigner avec la force, ou plutôt de puiser dans une réserve pour aller en remplir une autre. Et pour commencer, il faut le savoir, c'est un pouvoir parfaitement canon, parfaitement officiel, qu'on avait vu notamment dans le fameux arc de Mortis dans The Clone Wars. On pouvait notamment y voir Anakin lui-même qui drainait l'énergie vitale d'un personnage qui s'appelle la Fille et qui s'était portée volontaire alors qu'elle était mourante pour sauver la vie d'Ahsoka Tano, l'apprentie d'Anakin. Et pour revenir au film, même si tout va très vite, c'est vrai, on voit quand même au début Rey qui compulse les anciens grimoires du savoir Jedi, ceux qui ont été sauvés de l'incendie de l'arbre sacré d'Acto. On peut donc parfaitement imaginer qu'elle y a découvert d'anciennes techniques et qu'elle commence à les tester par exemple sur un serpent géant, c'est un peu moins dangereux, enfin tout dépend le point de vue. Et ensuite certains vont dire que c'est un peu trop facile pour Ben Solo d'être capable d'utiliser à son tour cette technique de soin, mais ça me semble au contraire parfaitement logique puisqu'on vient de nous expliquer, c'est une des rares choses qui est expliquée, ça passe par Palpatine, qu'il y a cette dyade de force qui n'avait pas été vue depuis une éternité et qui existe donc entre Ben Solo et Rey, et donc le fait qu'il puisse reproduire un pouvoir qu'elle a utilisé sur lui, ça me semble relativement logique. Et c'est maintenant que je reviens à la question d'Anakin Skywalker, l'élu de la Force destiné à rétablir l'équilibre. Alors c'est vrai, on peut regretter que le scénario choisi par cet épisode 9 vienne amoindrir un petit peu tout ce qui a été accompli dans les épisodes 4, 5, 6, puisqu'il a quand même le retour de Palpatine qu'Anakin était censé avoir tué. En revanche, il me semble évident que c'est en parfaite connaissance justement de l'histoire personnelle et profonde d'Anakin Skywalker que J.J. Abrams et Chris Terrio, les scénaristes de cet épisode 9, ont défini la fin de Ben Solo. Et oui, Ben Solo a toujours admiré son grand-père, c'est le point constant de toute cette trilogie, et justement en revenant à la lumière comme lui juste avant de mourir, et en parvenant à sauver de la mort celle qu'il aime, il rend l'hommage ultime à Anakin qui a tout abandonné dans l'espoir de sauver Padmé. Vous l'aurez compris, pour moi, le fait que Ben Solo parvienne de justesse à retirer Rey des griffes de la mort est une sorte d'accomplissement posthume de la quête qu'Anakin n'avait jamais pu accomplir et qui n'aurait jamais pu aboutir tant que l'influence de Darth Sidious était présente. Par ailleurs, cette notion de guérison prend une portée plus symbolique et plus mystique concernant Kylo Ren qui redevient Ben Solo et qui va basculer grâce aux deux femmes de sa vie, qu'on le veuille ou non c'est bien le cas, avec d'abord sa mère bien sûr, Leia, qui va donner toute l'énergie qui lui reste pour lancer ce dernier appel à son fils, et Rey ensuite qui va le soigner alors qu'elle aurait pu le laisser mourir. Et cette guérison apportée par Rey va non seulement faire disparaître la terrible blessure qu'elle vient de lui infliger au sabre laser, mais aussi, plus symboliquement encore une fois, la cicatrice qui barrait le visage de Kylo Ren et qui représentait bien sûr cette fêlure intime qui avait dû sans doute se cristalliser la nuit où Luke avait hésité à le tuer. Symboliquement, vous l'aurez compris, Kylo Ren est mort et Ben Solo est ressuscité, et ce basculement, ce dialogue interne intense, nous est rendu visuellement par cet échange avec ce fantôme qui n'est que la projection de sa conscience de son père, Han Solo, qui était pour moi un moment assez surprenant et très puissant. De toute façon, de mon point de vue, c'est simple, il y avait un seul moment plus poignant que ce dialogue dans le film, c'était le cri que pousse Chewbacca quand il apprend la mort de Leia. Ça venait se superposer bien sûr avec la disparition de la regrettée Carrie Fisher, et puis on sait que Chewbacca maintenant c'est le dernier survivant des premiers événements de l'épisode 4, et ça faisait vraiment quelque chose. Concernant les autres pouvoirs de la Force qu'on voit dans cet épisode 9, il y a bien sûr les éclairs, aussi bien ceux que va balancer Rey sans le faire exprès quand elle perd le contrôle, ou ceux ultra puissants de Darth Sidious de Palpatine qu'il va balancer sur la flotte rebelle, et dans les deux cas j'ai trouvé que ces éclairs étaient justement bien utilisés dans l'histoire et aussi puissants qu'ils devaient l'être, c'était quand même la fin de Palpatine, il fallait que ça pète un petit peu. On a aussi un nouveau pouvoir jamais vu auparavant, et pour cause, on n'a jamais vu dans Star Wars une dyade de la Force, et c'est donc le passage d'objets à distance par la Force entre l'un et l'autre, et j'ai trouvé effectivement qu'on pouvait y voir une facilité scénaristique, mais de mon point de vue c'était tellement bien réalisé visuellement avec ce
ce mélange des décors, des environnements dans lesquels chacun était, que cette réussite visuelle suffisait en elle-même à justifier le choix scénaristique. Concernant Rey et la Force, on sent bien qu'elle a un problème de gestion de la colère, de la concentration, ce qui s'inscrit bien dans le prolongement de ses maigres leçons avec Luke dans l'épisode 8. Et au final, c'est assez simple, lorsque Rey reste sereine, reste concentrée, elle est quasiment imbattable, mais lorsqu'elle laisse libre cours à ses émotions négatives comme la colère ou la haine, elle perd ses moyens. Et on le constate d'abord dans la séquence d'entraînement qui ouvre le film quand Rey s'agace et abîme BB-8 au passage. On le constate aussi en positif dans son formidable mouvement contre le chasseur de Kylo qu'elle parvient à détruire d'un seul coup parfaitement placé. On le constate encore dans leur duel sur les ruines de l'étoile alors qu'on la sent envahie par la colère et permet donc à Kylo Ren de la vaincre. Et tout naturellement, à la toute fin, c'est en retrouvant une forme de paix, d'équilibre intérieur qu'elle va enfin parvenir à se projeter plus loin, à s'éloigner de ses émotions directes et à entrer en communion avec tous les anciens Jedi. On entend alors les voix d'Obi-Wan Kenobi, de Mace Windu, d'Anakin Skywalker qui lui demande de rétablir l'équilibre comme il l'avait fait, d'Ezra Bridger, de Kanan Jarrus, d'Ahsoka Tano, de Ayla Secura, de Luminara Unduli, Atesue Bamboo, d'Adi Gallia et évidemment de Yoda. Et même si initialement j'étais un peu partagé à ce sujet en sortant de la salle, je pense que c'était une bonne idée finalement de ne pas montrer les fantômes de la Force, la subtilité des voix est suffisante. Je vous propose maintenant d'en venir aux dynamiques qu'on peut observer entre cet épisode 9, l'ascension de Skywalker, et l'épisode 8, The Last Jedi. Et oui, il faut dire que les critiques les plus dures envers The Rise of Skywalker estiment qu'il ne fait que répondre négativement, que balayer tout ce qu'avait proposé entre guillemets l'épisode 8, mais je ne pense pas que ce soit aussi simpliste. Pour commencer petit, parlons du général Hux. Ce personnage ayant été totalement tourné en ridicule dans The Last Jedi, l'épisode 9 respecte cette trajectoire et en fait un traître motivé par le dépit et le ressentiment envers Kylo Ren. Alors oui, évidemment, au passage, il faut le remplacer par un gars un petit peu plus impressionnant, un peu plus sérieux, pour ne pas totalement décrédibiliser toute la nouvelle flotte de Palpatine, ce serait un peu con. Mais passons directement sur la scène qui est sans doute considérée comme la preuve ultime que J.J. Abrams a fait un gros doigt d'honneur à Rian Johnson lorsque le fantôme de Luke Skywalker vient rattraper de justesse le sabre que Rey va balancer dans l'incendie du vaisseau. Alors oui, bien évidemment, c'est un clin d'œil humoristique à la façon dont Luke Skywalker avait traité le sabre que Rey lui tendait à la fin de l'épisode 7 et surtout donc au début de l'épisode 8. Attention toutefois de ne pas oublier l'évolution de Luke au cours de l'épisode 8 justement. Ce serait faire injure à Rian Johnson de ne pas reconnaître que le comportement du Luke que Rey trouve sur Ahch-To est complètement différent de celui de Luke en fin d'épisode 8 qui décide de donner sa vie pour aider les rebelles et lancer un nouvel espoir dans la galaxie. Et oui, réfléchissez bien, je ne pense pas que le Luke qu'on a à la fin de The Last Jedi aurait eu le même geste que celui du début. Un autre grand message de l'épisode 8 était l'importance des gens, des habitants de cette galaxie, dont le destin ne repose pas entièrement sur une poignée de héros ou sur quelques héritiers de telle ou telle lignée. Et là encore, on trouve un écho à cette idée dans l'épisode 9. En effet, les héros reçoivent à plusieurs reprises une aide qui paraît providentielle, mais il ne s'agit pas pour moi d'une facilité scénaristique, mais bien d'un choix de montrer que la victoire sera celle de tous, des gens qui se dressent contre le mal ensemble. Et oui, les héros sont d'abord aidés par Lando Calrissian, un ancien rebelle, donc pas très étonnant, puis par Zori Bliss, l'ex-associé de Poe Dameron, une hors-la-loi, puis enfin par d'anciens Stormtroopers, le groupe de Jannah. En résumé, ce sont bien des gens issus de tous les horizons qui décident d'unir leurs forces pour venir dire non tout simplement à l'ordre final de Tonton Palpi, avec évidemment l'apogée de tous ces vaisseaux qui arrivent pour la bataille finale. Et je pense même que la notion de démocratisation de la force qu'on avait avec le petit garçon qui passait le balai dans l'écurie, là dans l'épisode 8, on la retrouve un peu dans la sensibilité à la force qu'on décèle vraiment chez Finn, qui sont notamment quand Rey est en train de mourir, ou encore dans les Stormtroopers de Jannah, qui décrivent comme cette espèce de sensation qui collectivement les a poussés à refuser de tuer une population civile. En revanche, c'est vrai en termes d'importance des lignées, on a bel et bien Rey qui n'est plus la fille de personne, mais bien la petite fille de Palpatine, ce qui quand même apporte une certaine cohérence en termes de puissance brute qu'elle a à disposition depuis l'épisode 7. Mais s'agit-il pour autant d'une validation de la notion de noblesse de sang et de supériorité? Pas réellement, puisqu'on a le choix final de Rey qui nous dit que la famille est avant tout celle qu'on se choisit. Ce qui ressort, c'est que Rey parvient à résister au déterminisme de sa naissance et de ses gènes. Être une Skywalker devient alors un choix, pas une condition subie, et
la logique du cœur et de la philosophie personnelle l'emporte, pas celle du sang. Et de ce point de vue, le titre L'ascension de Skywalker a un double sens assez intéressant qui concerne d'abord Rey qui, sur Tatooine, après avoir enterré presque religieusement les deux sabres de Luke et de Leia en signe de respect, se relève suite à l'appel de cette étrangère qui lui demande qui elle est, et elle décide alors de prendre le nom de Rey Skywalker. Mais bien sûr, ce titre s'applique également à Ben Solo, dans un sens mystique, voire quasiment religieux, lorsque son âme s'élève et rejoint le côté lumineux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très puissant, très intéressant, très bien pensé, que seulement à ce moment-là, on voit le corps de Leia qui disparaît, comme s'il était impossible pour elle de laisser en arrière l'âme de son fils. Et d'ailleurs, concernant Leia, on peut remarquer lorsqu'elle va se coucher qu'elle tient dans la main une médaille qui est très certainement celle de Han Solo, qui sera ensuite remise à Chewbacca par Maz Kanata. Et de toute façon, il faut savoir que Chewbacca avait bel et bien reçu sa propre médaille, et oui, c'est ce que nous montre un comics canon de Star Wars. Apparemment, il y avait eu une cérémonie après la cérémonie principale, mais bon, quand même, on peut voir dans ce clin d'œil une façon pour J.J. Abrams de répondre à tous ceux qui se demandent depuis des années, mais pourquoi Chewbacca n'a pas aussi une médaille ? Et un petit mot supplémentaire concernant Chewbacca avec sa fausse mort. Alors effectivement, tout ça est un peu trop facile, trop rapide, mais au moins, il faut reconnaître au film qu'il nous montre bien deux vaisseaux de transport de personnes avant l'explosion de celui dans lequel ses amis pensent qu'il est. Parmi les nombreux clins d'œil du film, il y a aussi ce festival qui se tient tous les 42 ans. Alors oui, 42, c'est la réponse ultime au sens de la vie, mais c'est aussi le nombre d'années qui sépare la sortie de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, de cet épisode 9 qui vient conclure la saga Skywalker comme on l'appelle maintenant. Par ailleurs, on peut aussi supposer assez nettement que Jannah est la fille perdue par Lando Calrissian, mais on peut être reconnaissant envers cet épisode 9 de nous épargner une énième révélation filiale. Un petit mot enfin, quelque chose qui m'avait un peu échappé alors que j'évoquais les défauts du film. Il y a cette séquence qui est pour moi visuellement très sympa mais franchement inutile et qui manque de cohérence, de cohésion, on ne sait pas d'où elle sort. Celle où Rey va se combattre elle-même dans cette fausse vision bidon. Alors Rey version impératrice du mal, elle est stylée mais à part ça, la scène tombe de nulle part. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne pour une raison qui m'échappe, eh bien c'est dommage pour vous puisque je vais être obligé de venir vous chercher dans une petite camionnette, et puis ensuite de vous mettre dans une cuve pour vous cloner et vous ressortir dans 12 ans comme un méchant lambda qui se fera tuer ensuite dans une prochaine trilogie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, par exemple avec The Witcher. Salut!